Dans un petit village du sud de l'Espagne, Gabriel Cruz, un garçon de 8 ans au sourire éclatant, était parti faire une balade familière pour rejoindre son cousin. Mais ce jour-là, quelque chose d'inimaginable s'est produit. Quand Gabriel n'est pas rentré chez lui, toute la communauté s'est mobilisée. Une vaste opération de recherche a été lancée, impliquant la police, les pompiers, des plongeurs et des milliers de volontaires. Parmi eux, il y avait Ana Julia, la belle-mère de Gabriel, qui semblait dévastée et prête à tout pour retrouver le garçon disparu. Le père de Gabriel, désespéré, multipliait les appels pour le retour de son fils en toute sécurité. Mais au cœur de cette tragédie, personne ne soupçonnait le sombre secret qu'Ana Julia portait. Après 12 jours de recherche acharnée, la vérité a éclaté, le corps de Gabriel a été découvert, enveloppé dans une couverture, caché dans le coffre d'une voiture. L'horreur ne s'arrêtait pas là. Le corps du garçon avait d'abord été enterré avant d'être déplacé dans une tentative désespérée d'effacer les preuves. Lorsque la police a arrêté Ana Julia, l'espoir de justice semblait enfin possible. Mais ce n'était que le début d'une nouvelle bataille. Derrière les barreaux, Ana Julia a réussi à vendre sa version des faits à une société de production, qui a créé un documentaire basé sur ce meurtre atroce. Ce projet controversé a ravivé la douleur des parents de Gabriel, les laissant face à l'exploitation médiatique de la mort de leur enfant. Cette tragédie dépasse le simple fait divers. Elle raconte aussi le combat d'une mère déterminée à préserver la mémoire de son fils et à sensibiliser le monde aux droits des enfants. À travers le mouvement SOS Gabriel, elle a lancé un appel vibrant, protéger l'héritage des victimes et empêcher que d'autres familles ne subissent de telles injustices. Plongeons dans le meurtre tragique de Gabriel Cruz et les répercussions bouleversantes qui ont suivi. Sur la côte sud-est de l'Espagne, au bord de la mer Méditerranée, se trouve la ville d'Almería, une région paisible où la vie s'écoule au rythme des traditions et où les liens communautaires sont solides. Ici, les familles sont soudées, souvent composées de plusieurs générations vivant sous le même toit. Les grands-parents, les parents et les enfants travaillent ensemble dans de petits commerces qui ont traversé les âges. Le mardi 27 février 2018, la région se préparait à célébrer le Dia de Andalucía, une fête nationale marquant l'autonomie de l'Andalousie. Les écoles étaient en vacances pour la Semaine blanche, une période où les enfants échappaient à leur programme habituel pour participer à des activités culturelles, découvrant l'histoire et le patrimoine andalou. Mais dans le petit village de Níjar, à seulement 40 minutes d'Almería, ce jour festif allait être terni par une tragédie inimaginable. Parmi les enfants qui jouaient dehors sous le soleil éclatant, il y avait Gabriel Cruz, un garçon de 8 ans, insouciant et plein de vie. Il passait l'après-midi à courir et jouer avec ses cousins, comme à leur habitude. Pourtant, à la fin de la journée, Gabriel avait disparu, laissant sa famille et toute la communauté dans une angoisse totale. Il a fallu attendre 12 jours éprouvants pour que la vérité sur sa disparition soit révélée, une vérité qui a brisé le cœur de tout un pays. Gabriel, cependant, était bien plus que cette tragédie. Né le 5 décembre 2009 à Almería, il était le fils d'Ángel Cruz et Patricia Ramirez. Bien que séparés depuis qu'il était tout petit, ses parents avaient su mettre leurs différends de côté pour coparentaliser avec amour et respect. Gabriel grandissait entouré d'une famille soudée, un petit garçon constamment entouré de ses cousins avec qui il explorait les rues du village et les champs environnants. Vivant près d'un parc naturel, il passait des heures à jouer en pleine nature, toujours souriant et curieux. Gabriel était connu comme un enfant gentil, aimant et poli, un véritable rayon de soleil pour son entourage. Et, dès son plus jeune âge, il s'était découvert une passion singulière, les poissons. Fasciné par la vie marine, il rêvait de devenir biologiste marin. À seulement 8 ans, il connaissait déjà les noms et les caractéristiques de nombreuses espèces de poissons, impressionnant tous ceux qui l'entouraient par ses connaissances. Cette passion débordante pour l'océan définissait Gabriel, un enfant doté d'un émerveillement pur pour le monde qui l'entourait. Gabriel avait une passion débordante pour les poissons. Il les dessinait tous avec des couleurs vibrantes, représentant les nombreuses espèces qu'il connaissait déjà si bien. Ses dessins, pleins de détails et de créativité, faisaient le bonheur de sa famille. Chaque membre possédait au moins une de ses œuvres, fièrement affichée sur un mur ou un frigo. Sa passion ne se limitait pas aux poissons, c'était aussi un moyen pour lui de partager un peu de sa joie de vivre avec ceux qu'il aimait.
Il était le genre d'enfant dont l'enthousiasme pour les choses simples de la vie illuminait son entourage. C'est justement cette simplicité, cette pureté, qui rend son histoire si poignante. Le matin du 27 février 2018, Gabriel a été déposé chez sa grand-mère à la sortie Chula. Ce jour-là, la région était en pleine effervescence à l'approche du Dia de Andalucia, une grande fête célébrée avec ferveur. Gabriel, comme à son habitude, était excité à l'idée de passer la journée avec ses cousins. Après avoir déjeuné avec sa grand-mère vers 15h30, il est sorti jouer. Il aimait explorer les environs avec ses cousins, dans cet environnement naturel qui lui était familier. Les maisons de sa famille étaient si proches qu'il lui fallait à peine une centaine de pas pour rejoindre celle de son cousin. Même si le chemin était un peu accidenté et montait légèrement vers les montagnes, Gabriel le connaissait par cœur. Mais ce jour-là, quelque chose d'anormal s'est produit. Après avoir quitté la maison de sa grand-mère pour se rendre chez son cousin, Gabriel n'est jamais arrivé. Lorsque 18h sonna, sa grand-mère commença à s'inquiéter. Elle s'attendait à ce qu'il rentre pour le dîner, comme il le faisait habituellement. Mais Gabriel ne se montra pas. Au début, elle tenta de se rassurer, peut-être était-il simplement perdu dans le temps, trop absorbé par ses jeux avec ses cousins. Mais une inquiétude sourde grandissait en elle. Quelque chose n'allait pas. L'angoisse de la grand-mère ne tarda pas à contaminer le reste de la famille. Gabriel n'était pas du genre à disparaître sans prévenir. Ce chemin, il l'avait emprunté des centaines de fois. C'était une routine pour lui. Pourtant, ce soir-là, le petit garçon manquait à l'appel. Ce qui avait commencé comme une journée joyeuse et festive allait bientôt se transformer en un cauchemar pour toute la communauté. Mais la grand-mère de Gabriel ne s'est pas laissée envahir par l'angoisse. Elle s'est accrochée à l'espoir qu'il s'était simplement attardé quelque part sur le chemin. Sans perdre de temps, elle est sortie de chez elle pour parcourir les 100 mètres qui séparaient sa maison de celle de son cousin, appelant son nom tout au long du trajet. Elle a scruté chaque recoin, s'écartant du sentier pour vérifier s'il jouait dans les arbres ou se cachait, comme le feraient souvent les enfants. Mais aucune réponse. Aucun signe de Gabriel. L'inquiétude s'est rapidement transformée en une certitude glaçante. Gabriel n'était pas sur ce chemin. Il n'avait pas non plus dévié, car sa grand-mère avait soigneusement inspecté les environs. Lorsqu'elle arriva chez son cousin, la réalité s'imposa, Gabriel avait disparu. En proie à la panique, elle appela immédiatement les parents de Gabriel, qui lui conseillèrent de contacter la police sans attendre. Dès que l'appel parvint aux autorités, ils comprirent immédiatement la gravité de la situation. Un garçon de 8 ans, seul depuis plusieurs heures, dans une région montagneuse parsemée de falaises abruptes, de terrains accidentés et de sentiers sinueux. Gabriel pouvait être perdu, blessé ou, pire encore, victime d'un enlèvement. Il ne s'agissait pas d'un cas ordinaire. C'était le pire cauchemar pour tout parent. La police réagit rapidement, envoyant sur place une équipe de secours et mobilisant des volontaires des villages voisins. Une alerte de disparition fut diffusée, accompagnée d'une photo de Gabriel arborant son grand sourire éclatant. Rapidement, l'information se propagea sur les réseaux sociaux. Ces derniers, souvent critiqués, se révélèrent dans ce cas précis un outil précieux. En quelques heures, la photo de Gabriel et les appels à l'aide devinrent viraux, atteignant des milliers de personnes. Touchés par l'histoire de ce petit garçon disparu dans les montagnes, des personnes venues de toute l'Andalousie affluèrent dans le parc naturel pour participer aux recherches. Dès la tombée de la nuit, une vaste opération de secours avait été lancée. Le temps pressait, s'ils ne retrouvaient pas Gabriel rapidement. Il passerait la nuit seul, dans l'obscurité totale, effrayé et vulnérable. En seulement quelques heures, près de 3000 bénévoles avaient convergé dans le parc, épaulés par 2000 membres de la Guardia Civile. Cette force, semblable à une combinaison entre la gendarmerie et une unité de secours militaire, était spécialisée dans les interventions d'urgence, particulièrement dans des zones reculées comme ce parc naturel au terrain difficile. L'ensemble de cette communauté unie ne ménageait aucun effort pour retrouver Gabriel avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'étaient pas seulement les militaires de la Guardia Civile qui parcouraient le terrain. Pompiers, policiers, plongeurs fouillant les points d'eau, et des milliers de bénévoles avaient tout laissé de côté pour participer aux recherches cette nuit-là. Même si c'était la veille du Dia de Andalucia, une journée normalement dédiée à la détente et à la fête, personne ne pouvait célébrer en sachant qu'un petit garçon était en danger.
Toute la nuit, des milliers de personnes ont sillonné les montagnes, armées d'espoir et d'une détermination sans faille. La Guardia Civile comprenait l'urgence de la situation. Chaque heure qui passait diminuait les chances de retrouver Gabriel sain et sauf. Dans les affaires de disparition, les 72 premières heures sont cruciales. Passé ce délai, les chances de retrouver une personne vivante diminuent considérablement. Pour un enfant aussi jeune et vulnérable que Gabriel, le temps était un facteur déterminant. Les autorités ont rapidement élaboré plusieurs scénarios pour expliquer sa disparition, orientant ainsi leurs recherches. Le premier scénario semblait logique. Gabriel s'était peut-être perdu. Peut-être qu'en chemin vers la maison de son cousin, il s'était écarté pour jouer ou explorer et avait fini par se désorienter. Avec la tombée de la nuit, il aurait pu perdre ses repères et ne pas savoir comment rentrer. Mais cette hypothèse ne convainquait ni ses parents, ni sa grand-mère. Gabriel connaissait le parc comme sa poche, du moins les zones proches de la maison. Il avait parcouru ce chemin des centaines de fois, ce qui rendait peu probable qu'il s'égare dans un endroit si familier. Cependant, une autre possibilité inquiétait la famille. Gabriel aurait pu s'aventurer plus loin que d'habitude, dans une partie du parc qu'il ne connaissait pas. Peut-être s'était-il blessé, piégé ou coincé quelque part, attendant désespérément qu'on le retrouve. Les sauveteurs envisagèrent même qu'il ait grimpé à un arbre ou chuté sur ce terrain accidenté, mais s'il s'agissait d'une telle situation, ils auraient dû le retrouver rapidement. Avec des milliers de bénévoles, des équipes de secours et des recherches intensives menées depuis des heures, il semblait impossible que Gabriel soit encore dans le parc sans avoir été localisé. Lorsque cette hypothèse fut écartée, un nouveau scénario plus sombre fit surface. Et s'il avait été enlevé? Peut-être que Gabriel avait été kidnappé et emmené hors du parc. Une possibilité qui glaçait le sang de tous ceux qui participaient aux recherches. Les autorités commencèrent à envisager l'intervention d'une bande criminelle ou d'un individu ayant profité de la vulnérabilité de l'enfant. Mais cette hypothèse aussi laissait des zones d'ombre, aucun signe de lutte, aucune demande de rançon. Rien ne semblait correspondre à un enlèvement planifié. Le mystère restait entier, et les questions se multipliaient. Où pouvait être Gabriel? Le temps jouait contre lui, mais la communauté restait mobilisée, refusant de perdre espoir dans ce combat pour retrouver ce petit garçon disparu. Cette théorie du kidnapping semblait plausible, même si elle ne correspondait pas tout à fait à la réalité de la famille Cruz. Dans cette région paisible, ce genre de crime était rare, et les parents de Gabriel, Annelle et Patricia, n'avaient pas les moyens financiers qui pourraient attirer une demande de rançon. Ils vivaient modestement, et rien dans leur vie ou leur situation ne semblait justifier une telle tragédie préméditée. Mais l'idée que Gabriel ait pu être enlevé pour d'autres raisons, sans lien avec une quelconque richesse, n'était pas à écarter. Pendant des jours, la police et des milliers de bénévoles ont continué à fouiller la campagne. À pied, à cheval, avec des plongeurs inspectant les plans d'eau, ils n'ont laissé aucun recoin du parc naturel inexploré. Pourtant, malgré tous ces efforts, aucune trace de Gabriel n'a été trouvée. Les équipes n'abandonnaient pas, poussées par l'urgence et l'espoir de retrouver le garçon. Des hélicoptères et des drones survolaient la zone, exploitant toutes les ressources technologiques disponibles pour accélérer les recherches. Les heures se transformaient en jours, et les jours en nuits, mais l'espoir de retrouver Gabriel restait intact. Pendant que cette mobilisation sans précédent se poursuivait sur le terrain, Annelle et Patricia, les parents de Gabriel, faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour alerter le public. Ils multipliaient les appels à l'aide, apparaissant à la télévision, suppliant quiconque aurait des informations de se manifester. Leur douleur était palpable et ébranlait tous ceux qui entendaient leur appel. La communauté, elle aussi, s'est mobilisée pour soutenir la famille. Les voisins, amis, collègues et même des inconnus sur les réseaux sociaux ont commencé à collecter des fonds pour offrir une récompense. En un temps record, ils ont réussi à réunir 10 000 €, une somme impressionnante pour une région où la richesse n'est pas monnaie courante. Chacun donnait ce qu'il pouvait, même les plus modestes mettant de côté leurs derniers sous pour aider à retrouver Gabriel. Ce geste d'une solidarité sans faille montrait à quel point cette disparition touchait tout le monde. Les paroles de Patricia, dans un de ses appels déchirants, résonnaient profondément. « Je parle en tant que mère, sans rancune, juste avec l'espoir qu'il revienne auprès de nous. » Gabriel est un enfant très spécial. Il est beau, il a besoin d'être avec sa famille, de grandir, de vivre sa vie.
Nous voulons seulement qu'il rentre chez lui. Même sans comprendre un mot d'espagnol, l'émotion brute de Patricia transparaissait dans ses interviews. La douleur, universelle et dévastatrice, était visible dans chaque mot, chaque regard. Elle n'avait pas besoin de traduction, c'était le cri d'une mère désespérée, un cri qui touchait le cœur de quiconque le regardait. Impossible de ne pas être bouleversé en la voyant lutter pour son fils. C'était le cri d'une mère désespérée, implorant le retour en sécurité de son enfant. Patricia n'était pas en colère, elle ne blâmait personne. Elle suppliait simplement pour que Gabriel puisse rentrer sain et sauf. Avec tout son amour et son espoir, elle a eu l'idée d'utiliser la passion de Gabriel pour l'océan et les poissons comme un symbole pour tenter de le ramener. Elle a demandé à toute la communauté de dessiner des poissons et d'écrire de petits messages dessus pour Gabriel, avant de les coller sur leurs fenêtres. Elle espérait que, si Gabriel les voyait, il comprendrait combien de personnes l'attendaient et le cherchaient. Elle a également invité tout le monde à partager ses dessins sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #TodosSomosGabriel, nous sommes tous Gabriel. Ce hashtag est rapidement devenu un symbole national de solidarité et de chagrin collectif. En quelques jours, toute l'Espagne semblait n'être qu'une immense mer de poissons dessinés par des milliers de mains, attendant le retour de Gabriel. Ce mouvement d'unité a touché profondément la famille Cruz et tous ceux qui suivaient cette tragédie. Le samedi 3 mars 2018, 5 jours après la disparition de Gabriel, son père, Ángel, a lancé un nouvel appel public. Mais cette fois, le poids de la situation était trop lourd à porter. Devant les journalistes, il s'est effondré en larmes et s'est réfugié dans les bras de sa compagne, Ana Julia. Leur relation, qui durait depuis environ 1 an ou peut-être plus, semblait solide. Ana Julia, originaire de la République dominicaine, avait déménagé en Espagne à l'adolescence, poussée par sa famille qui espérait pour elle une vie meilleure. À seulement 16 ans, elle avait quitté son pays et sa fille, restée sous la garde de ses proches. Toute seule en Espagne, avec une valise et un passeport, elle devait subvenir à ses besoins, mais aussi envoyer de l'argent à sa famille. Elle a trouvé un emploi dans un bordel, un travail difficile, mais elle n'avait que peu d'options. Un jour, un client est tombé follement amoureux d'elle. Ana Julia, avec ses traits marquants, ses grands yeux expressifs et une présence magnétique, attirait l'attention. Cet homme lui a promis de lui offrir une meilleure vie et de l'aider à quitter le bordel. Elle a saisi cette opportunité et a commencé une nouvelle vie avec lui. Après quelques années, lorsqu'elle a réussi à se stabiliser, Ana Julia a quitté cet homme. Elle a ensuite rencontré un autre compagnon, avec qui elle a ouvert un bar en Espagne. Même si tout semblait bien se passer au départ, leur relation s'est dégradée. Quand ils se sont séparés, son partenaire a repris le bar, ne laissant rien à Ana Julia. Elle s'est retrouvée seule, sans emploi, sans ressources, et incapable d'envoyer de l'argent à sa famille en République dominicaine. Cette situation affectait non seulement Ana Julia, mais aussi sa fille, qui dépendait de son soutien financier. Face à cette nouvelle épreuve, Ana Julia a compris qu'elle devait rebondir. La perte de stabilité financière et l'incapacité de subvenir aux besoins de sa famille la poussaient à agir rapidement. Une nouvelle fois, elle se retrouvait à devoir tout recommencer, en espérant reconstruire une vie meilleure. Ana Julia avait besoin d'un plan, de quelque chose pour stabiliser sa vie. C'est à peu près à cette période qu'elle a rencontré Ángel Cruz. Séparée de Patricia, Ángel est rapidement tombé amoureux d'Ana Julia, et leur relation a débuté sur une note prometteuse. Cependant, dès le départ, Ana Julia est devenue financièrement dépendante d'Ángel. Elle semblait voir en cette relation une opportunité de ne pas avoir à chercher de travail, maintenant qu'elle était avec un homme stable financièrement. Toutefois, la famille d'Ángel n'appréciait pas Ana Julia. Bien qu'il n'y ait pas de preuves concrètes d'un comportement problématique de sa part, il semblerait que quelque chose dans son attitude ou sa personnalité ait suscité des tensions. En particulier, Ana Julia ne semblait pas aimer Gabriel, le fils de 8 ans d'Ángel. Elle donnait l'impression d'être une belle-mère distante, presque hostile, sans raison apparente. Malgré ces tensions, lorsque Gabriel a disparu, Ana Julia s'est investie pleinement dans les recherches. Elle assistait aux conférences de presse, soutenant Ángel lorsqu'il pleurait, et versait elle-même des larmes devant les caméras. Il portait des t-shirts à l'effigie de Gabriel et participait activement aux fouilles en montagne avec les bénévoles.
Elle insistait même pour augmenter la récompense, persuadée qu'un montant plus élevé serait essentiel pour retrouver Gabriel. Cependant, les enquêteurs ont commencé à remarquer des incohérences dans son comportement. En public, sous le regard des caméras, elle se montrait attentionnée, câline avec Angèle, jouant le rôle d'un soutien irréprochable. Mais une fois les caméras éteintes, elle devenait froide et distante, s'éloignant rapidement d'Angèle, comme si son implication n'était qu'une façade. Puis des événements encore plus troublants ont émergé. La police a demandé à examiner son téléphone dans le cadre de l'enquête. Anna Julia a prétendu l'avoir perdu. Les enquêteurs, n'ayant aucune preuve pour insister, ont laissé passer cet incident. Mais quelques jours plus tard, elle est soudainement réapparue avec un téléphone. Lorsqu'on lui a demandé de le fouiller, elle a donné une nouvelle excuse, le téléphone aurait été retrouvé par un ami dans un buisson. Mais rapidement, elle a à nouveau affirmé l'avoir perdu. 2 fois en une semaine, Anna Julia perdait son téléphone au moment où les autorités souhaitaient l'examiner. Ce comportement étrange a éveillé les soupçons. Certes, les enquêteurs tentaient de rester compréhensifs, sachant que le stress et la douleur pouvaient provoquer des réactions inhabituelles, mais ces incohérences répétées ne pouvaient être ignorées. Puis, le 3 mars, Anna Julia a attiré davantage l'attention. Elle se trouvait sur le flanc de la montagne, prétendument pour rejoindre les chercheurs. Mais ces mouvements allaient bientôt révéler un détail crucial qui changerait le cours de l'enquête. Dans une ravine, seule pour une raison inconnue, Anna Julia fit une découverte surprenante, un gilet blanc. Immédiatement, elle affirma qu'il appartenait à Gabriel, expliquant qu'elle l'avait aidé à s'habiller le matin de sa disparition et savait qu'il portait ce gilet blanc sous son survêtement. La police saisit immédiatement le vêtement et l'envoya en analyse ADN. Les résultats confirmèrent que l'ADN de Gabriel était bien présent sur le gilet, ce qui semblait être une avancée cruciale. Cependant, cette découverte souleva des questions troublantes. La zone où le gilet avait été trouvé avait déjà été fouillée minutieusement par les enquêteurs, et rien n'avait été découvert auparavant. Comment était-il possible qu'il apparaisse soudainement? Anna Julia ignorait probablement que cette partie de la ravine avait déjà été inspectée. Ce détail éveilla immédiatement la méfiance des enquêteurs, qui commencèrent à se demander si ce gilet avait été placé là intentionnellement. Pour éclaircir cette situation, la police mit en place une opération de surveillance discrète. Des agents commencèrent à suivre Anna Julia dans ses déplacements pour observer ses actions lorsqu'elle n'était pas sous le regard des caméras. Moins de 24 heures après le début de cette surveillance, une vérité choquante allait être révélée. Le dimanche 11 mars, 12 jours après la disparition de Gabriel, l'équipe de surveillance suivit Anna Julia alors qu'elle conduisait pendant environ 50 minutes, quittant la zone principale des recherches. Sa destination était une maison en rénovation, un projet qu'elle partageait avec Angèle Cruz. Cette maison devait devenir leur résidence idéale, entièrement refaite à leur goût. Ce soir-là, Anna Julia déposa Angèle à un hôtel avant de poursuivre seule jusqu'à la propriété isolée. Arrivée sur place, elle descendit de sa voiture et scruta les environs. Pensant être seule, elle entra dans la maison. Ce qu'elle ignorait, c'est que des agents de police, dissimulés dans l'ombre, surveillaient chacun de ses mouvements. Quelques minutes plus tard, elle ressortit, portant un objet volumineux enveloppé dans une couverture. Elle se dirigea vers le coffre de sa voiture, y plaça l'objet et referma soigneusement le coffre avant de repartir. Les agents de surveillance ressentirent un nœud au ventre, redoutant déjà ce que contenait cet objet. Avec une intuition glaçante, ils contactèrent immédiatement l'équipe principale de la police et une intervention fut organisée pour l'intercepter. Anna Julia poursuivit sa route, s'éloignant encore davantage de la ville, et une poursuite fut lancée. La course dura près de 50 km avant que la police ne parvienne enfin à la contraindre à s'arrêter. Lorsqu'ils lui demandèrent d'ouvrir le coffre de la voiture, ce qu'ils allaient découvrir allait confirmer leurs pires craintes. La police poursuivait Anna Julia, qui roulait sans s'arrêter, s'éloignant toujours plus loin de la ville. Pendant près de 4 heures, elle continuait de conduire, et les agents tentaient désespérément de la rattraper. Finalement, à environ 75 km de la ville, ils réussirent à l'intercepter. Ils lui ordonnèrent de s'arrêter, de descendre de la voiture et d'ouvrir le coffre. Anna Julia hésitait, visiblement nerveuse, mais elle finit par s'exécuter. Lorsque le coffre fut ouvert,
les agents découvrirent une scène dévastatrice. Après 12 jours de recherches incessantes, d'espoir et de désespoir, ils avaient finalement retrouvé Gabriel Cruz. Mais il était trop tard. Son corps sans vie était enroulé dans une couverture, caché dans le coffre de la voiture. Sur le champ, Ana Julia fut arrêtée. La scène fut même filmée par un témoin depuis une fenêtre. Alors que les policiers lui passaient les menottes, on l'entendit crier son innocence, clamant qu'elle n'était pas responsable. Elle prétendait avoir récupéré la voiture ce matin-là et accusait une autre personne d'avoir placé le corps dans le coffre à son insu. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que la police disposait de preuves irréfutables. Les équipes de surveillance l'avaient suivie et observé tous ses faits et gestes. Les enquêteurs savaient qu'Ana Julia avait elle-même déplacé le corps de Gabriel. Ils l'avaient vu sortir le corps d'un chantier en rénovation, l'envelopper dans une couverture et le placer dans le coffre de la voiture. La veille, elle avait appris que la police prévoyait de fouiller ce chantier, ce qui l'avait mise dans une panique totale. Sachant qu'elle avait enterré le corps de Gabriel dans les décombres des fondations de cette maison, où elle espérait vivre bientôt avec Ángel Cruz, elle avait décidé de le déterrer pour le déplacer avant que la police ne découvre la vérité. Dans une tentative désespérée de couvrir ses traces, Ana Julia avait déterré le corps du garçon de 8 ans et essayé de le transporter ailleurs. Les enquêteurs soupçonnent même que la police avait laissé entendre qu'ils allaient fouiller la propriété, espérant ainsi la pousser à agir et à révéler ses intentions. Cela s'était avéré efficace, elle avait pris l'appât, et son comportement suspect avait été observé de près par les agents. Après son arrestation, Ana Julia fut conduite au poste de police, où elle finit par avouer avoir tué Gabriel Cruz. Elle avoua que cela s'était produit le 27 février, le jour de sa disparition. Le jour de la disparition de Gabriel, il avait passé une matinée paisible chez sa grand-mère. Après avoir déjeuné ensemble, il était sorti pour rejoindre ses cousins et jouer avec eux, comme il le faisait souvent. Mais ce jour-là, il ne reviendrait jamais. Sur le chemin, il croisa Ana Julia. Elle l'avait aperçu marchant le long de la route, s'était arrêtée avec sa voiture et lui avait proposé de le raccompagner. Bien qu'elle ne fût pas officiellement sa belle-mère, Gabriel la percevait comme une figure maternelle. Pour lui, cette proposition semblait tout à fait normale. Il lui faisait confiance, sans méfiance. Cependant, au lieu de le conduire chez ses cousins, Ana Julia passa devant leur maison et continua sa route. Elle emmena Gabriel jusqu'à une maison en rénovation, celle qu'elle partageait avec Ángel Cruz et qu'ils rénovaient pour en faire leur maison de rêve. Ce qui s'est réellement passé dans cette maison ce jour-là reste flou, mais Ana Julia a fourni sa version des événements à la police. Elle a déclaré qu'à leur arrivée, Gabriel aurait saisi une hache et qu'elle lui aurait demandé de la poser pour éviter qu'il ne se blesse. Selon elle, il aurait alors réagi de manière agressive, criant des propos insultants et racistes. « Tu ne peux pas me dire quoi faire, tu n'es pas ma mère. Tu es moche, je veux que mon père épouse ma mère, pas toi. » Ces accusations sont graves, et il n'existe aucune preuve que Gabriel ait réellement dit ces choses. Il n'a plus de voix pour se défendre face à ces affirmations, car Ana Julia l'a tué. Ana Julia a affirmé que ses propos l'auraient poussé à un moment de colère incontrôlable. Elle aurait mis sa main sur sa bouche pour le faire taire. Cependant, après un moment, elle réalisa avec horreur qu'il ne respirait plus. Selon elle, ce n'était pas intentionnel, je ne voulais pas faire de mal à l'enfant. Je voulais juste qu'il se taise. Mais ses actions avaient des conséquences irréversibles. En réalisant ce qui venait de se passer, Ana Julia aurait été submergée par un état de choc. Plutôt que d'appeler à l'aide ou de chercher une solution, elle choisit de rester sur place. Elle fumait cigarette après cigarette, essayant apparemment de se calmer. Elle peignit même une porte dans la maison, poursuivant les travaux de rénovation comme si de rien n'était. Puis, dans un acte glaçant, elle commença à creuser une tombe dans les décombres de cette maison qu'elle espérait partager avec le père de Gabriel. Cependant, l'horreur ne s'arrête pas là. Selon l'avocat de la famille Cruz, environ 1 heure après avoir retiré sa main de la bouche de Gabriel, Ana Julia se serait rendu compte qu'il était toujours en vie. Le petit garçon avait tenu bon entre 45 et 90 minutes. Il était encore possible de le sauver. Mais au lieu de chercher de l'aide ou d'appeler une ambulance, Ana Julia prit une décision inimaginable, elle choisit de terminer le travail. Elle étrangla Gabriel, mettant fin à sa vie.
Un garçon de seulement 8 ans a perdu la vie tragiquement aux mains de celle qui aurait dû le protéger. Ana Julia a tué Gabriel Cruz, seul, sans personne d'autre impliquée. Depuis le jour de sa disparition, Gabriel était mort. Quand la nouvelle de l'arrestation d'Ana Julia a éclaté, l'Espagne entière a été secouée par la colère et la tristesse. Les cœurs brisés des citoyens, qui avaient espéré contre toute attente que Gabriel rentrerait sain et sauf, se sont tournés vers une demande de justice. Le crime était si choquant que la nation entière réclamait la peine la plus sévère possible pour Ana Julia. Certains allaient même jusqu'à appeler au rétablissement de la peine de mort, abolie en Espagne depuis des décennies, estimant qu'elle méritait de perdre la vie pour ce qu'elle avait fait. Une pétition sur change.org demandant la réclusion à perpétuité pour Ana Julia a recueilli 130 000 signatures en une seule journée. Une autre pétition, signée par 190 000 personnes, réclamait son expulsion immédiate vers la République dominicaine pour y purger sa peine. Cependant, cette indignation collective a été ternie par des opportunistes qui ont transformé cette tragédie en une plateforme de haine. Des groupes d'extrême droite ont profité de la situation pour propager des messages racistes ciblant les femmes noires et les immigrés. Les réseaux sociaux ont été envahis par des commentaires haineux. Ces événements ont été déchirants non seulement pour la communauté noire, mais aussi pour toutes les filles et femmes noires qui voyaient ces horreurs en ligne, projetant une ombre sur leur propre dignité et existence. Alors que le choc de la vérité éclatait, Ángel Cruz, le père de Gabriel, a dû affronter l'inimaginable. Il a appris que la raison pour laquelle il ne reverrait plus jamais son fils était que la femme qu'il aimait, à qui il faisait confiance et qu'il avait intégrée dans sa vie, était responsable de sa mort. Pour lui, tout s'effondrait. Il était totalement anéanti par cette trahison dévastatrice. La mère de Gabriel, Patricia, avait ressenti dès le départ que quelque chose n'allait pas. Elle avait toujours eu un mauvais pressentiment à propos d'Ana Julia, mais ses doutes avaient été difficiles à exprimer. Accuser la nouvelle compagne de son ex-mari aurait été délicat, surtout si elle s'était trompée. Malheureusement, ses instincts étaient justes. Elle avait remarqué les incohérences dans le comportement d'Ana Julia, cette façade parfaite devant les caméras, suivie d'un détachement glacial dès qu'elles étaient éteintes. Cette histoire, tragique et bouleversante, est un rappel brutal de la douleur inimaginable causée par la perte d'un enfant. Et parmi les victimes indirectes de cette tragédie se trouve Ángel, qui doit désormais vivre avec le poids de cette trahison et des 2 semaines d'angoisse et d'espoir brisé qu'il a traversées. Ángel Cruz a passé des semaines à dormir aux côtés de celle qui avait arraché la vie à son fils. Il s'était confié à elle, cherchant du réconfort dans sa panique, ses larmes, et son désespoir. Elle avait encouragé son espoir, partagé ses prières, et joué le rôle d'une partenaire aimante, tout en sachant pertinemment que le corps de Gabriel était caché sous les décombres de la maison qu'ils espéraient partager. Tout ce temps, Ángel ne s'était douté de rien. Comment aurait-il pu imaginer une telle trahison? Faire face à la perte d'un enfant est déjà une épreuve insurmontable. Mais découvrir que la personne que vous aimez et à qui vous faisiez confiance est responsable de cette perte est inimaginable. Cela rend la douleur encore plus insupportable. Ce qui rend cette histoire encore plus troublante, c'est qu'Ana Julia était elle-même mère. Elle avait eu 2 enfants, mais n'avait jamais semblé entretenir de lien maternel solide avec eux. Très jeune, elle avait laissé son premier enfant en République dominicaine, sous la garde de sa famille. Plus tard, en Espagne, elle avait donné naissance à une 2e fille. Cependant, le passé d'Ana Julia est marqué par une autre tragédie. Quelques années auparavant, elle vivait en Espagne avec ses 2 filles, lorsque sa fille aînée, âgée de seulement 4 ans, est morte tragiquement. L'enfant aurait chuté d'une fenêtre pendant la nuit. À l'époque, la mort de la petite fille avait été considérée comme un accident. Ana Julia avait expliqué que sa fille, confuse dans le noir, aurait ouvert la fenêtre en pensant qu'elle était une porte, comme celle de leur maison en République dominicaine, située au rez-de-chaussée. Cette théorie avait semblé crédible à l'époque, et personne n'avait remis en question la version d'une mère endeuillée. Mais aujourd'hui, à la lumière de ce qu'Ana Julia a fait à Gabriel, les autorités et l'opinion publique se demandent si la mort de sa fille aînée était réellement accidentelle. Les enquêteurs n'ont aucune preuve tangible pour rouvrir cette affaire, car elle date de plusieurs décennies. À l'époque, personne ne suspectait un acte criminel. Mais maintenant, beaucoup voient cette histoire différemment, comme une possible couverture pour un autre meurtre d'enfant. Quant à Gabriel, Ana Julia est restée fidèle à son récit,
affirmant qu'il tenait une hache et lui disait des propos racistes et intimidants. Elle prétend qu'elle a agi en légitime défense, affirmant avoir couvert la bouche du garçon pour le faire taire, mais qu'il serait mort par accident. C'est cette version qu'elle a soutenue devant le tribunal, plaidant coupable d'homicide involontaire. Ce qui choque profondément dans son récit, c'est la disproportion de sa réaction. Gabriel n'était qu'un enfant de 8 ans. Était-il réellement nécessaire de l'étouffer pour se protéger? Elle disait avoir eu peur de ce qu'il pourrait faire avec une hache, mais la réalité est que pour étouffer un enfant, il ne suffit pas d'un instant de panique. Cela nécessite une intention, une action prolongée. L'idée qu'Anna Julia puisse justifier cet acte comme un simple accident est insupportable. Anna Julia affirma qu'elle avait agi en légitime défense lorsqu'elle tua Gabriel, prétendant qu'elle avait eu peur de ce garçon de 8 ans avec une hache. Mais cette version ne tient pas debout. Si elle avait réellement craint pour sa vie, pourquoi s'être approchée de lui pour l'immobiliser au lieu de fuir ou de chercher à se protéger à distance? Rien dans ses explications ne justifiait une telle réaction disproportionnée. Lors de sa confession, Anna Julia admit qu'après avoir tué Gabriel, elle s'était débarrassée de ses vêtements. Elle expliqua qu'elle les avait placés dans un conteneur en verre, qu'elle avait ensuite caché dans un buisson de fleurs. Elle donna même à la police l'emplacement exact de ce buisson, où les vêtements furent effectivement retrouvés, un survêtement rouge et noir avec des baskets, exactement ce qu'il portait le jour de sa disparition. Cette découverte ramène au « gilet blanc » qu'Anna Julia prétendait avoir trouvé dans les montagnes. Dès le début, il était clair qu'elle l'avait planté elle-même. Le gilet, qui portait l'ADN de Gabriel, venait en réalité de chez elle. Elle espérait que cette fausse piste détournerait l'attention de la police et renforcerait son rôle dans les recherches. Mais cette tentative maladroite eut l'effet inverse, éveillant les soupçons des enquêteurs et les conduisant à la surveiller de près. Lors du procès, Anna Julia alla jusqu'à déclarer qu'elle avait planté ce gilet intentionnellement pour se faire arrêter. Selon elle, elle n'arrivait pas à exprimer sa culpabilité et voulait que la police la découvre. Mais cette explication fut rapidement rejetée par le juge, qui la qualifia de manipulatrice et insensible. Il déclara que ces actes montraient un profond manque d'humanité et une cruauté pure. Le 20 septembre 2019, Anna Julia fut reconnue coupable du meurtre de Gabriel Cruz et condamnée à une peine équivalente à la réclusion à perpétuité en Espagne. Elle fut également reconnue coupable de 2 délits de maltraitance psychologique envers les parents de Gabriel. Pendant les 12 jours de recherche, alors qu'elle savait que Gabriel était mort et enterré sous les décombres de leur maison en rénovation, elle avait participé activement aux recherches, jouant le rôle d'une belle-mère dévastée et espérant que l'enfant soit retrouvé. Anna Julia avait fabriqué de fausses preuves et orchestré un véritable cauchemar émotionnel pour les parents de Gabriel et pour tout le pays. Elle savait que les recherches ne mèneraient nulle part, mais elle continuait à encourager l'espoir désespéré de tous. En plus de sa condamnation à perpétuité, elle fut condamnée à plusieurs années supplémentaires pour les torts psychologiques infligés à Angèle et Patricia. Elle dut également payer 250 000 € de dommages moraux à chacun des parents, ainsi que 20 023 € à l'État pour couvrir les coûts de l'opération de recherche qu'elle avait provoquée. Pendant le procès, un possible mobile pour ce crime fut révélé. Il semblait qu'Anna Julia souhaitait retourner vivre en République dominicaine, mais Angèle refusait de partir tant que Gabriel était encore jeune. Il voulait rester proche de son fils. Le jury en conclut qu'Anna Julia avait vu Gabriel comme un obstacle à ses projets. Gabriel était perçu comme un obstacle à la relation entre Anna Julia et Angèle Cruz. Le jury a conclu que son meurtre était délibéré et prémédité. Elle cherchait à éliminer Gabriel pour pouvoir façonner la vie d'Angèle selon ses propres désirs. Comme la victime était un enfant, ce crime tombait sous le coup de la loi espagnole sur la révision permanente des peines. Cette peine, bien que semblable à une réclusion à perpétuité, est différente en Espagne. Il n'y a pas de date fixe pour une libération ou un réexamen automatique. Selon cette loi, Anna Julia restera en prison aussi longtemps que les autorités estimeront qu'elle représente un danger pour la société. Si elle juge qu'elle ne peut jamais être réhabilitée, elle passera le reste de sa vie derrière les barreaux. Ce type de peine est controversé en Espagne, certains réclamant son abolition, tandis que d'autres soutiennent son utilité pour garantir que des criminels dangereux restent enfermés indéfiniment. Anna Julia est devenue la première femme en Espagne à recevoir cette peine révisable à perpétuité. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Elle prend une tournure encore plus dérangeante. Contrairement aux États-Unis,
où des lois comme la Son of Sam Law empêchent les criminels de tirer profit de leurs crimes en vendant leurs histoires pour des livres ou des films, l'Espagne ne dispose pas de telles protections. 2 ans après le début de sa peine, Ana Julia a collaboré avec une société de production pour créer un documentaire sur l'affaire Gabriel Cruz. Elle a vendu les droits exclusifs de son récit, tirant ainsi des bénéfices de l'assassinat qu'elle a commis. Cette nouvelle a provoqué un tollé en Espagne. La simple idée qu'un documentaire puisse être réalisé avec la collaboration de la meurtrière a suscité une indignation nationale. Les gens étaient furieux que quelqu'un puisse profiter financièrement d'un crime aussi odieux. Pour Patricia, la mère de Gabriel, cette annonce était un coup dévastateur. Elle savait que ce documentaire, raconté du point de vue d'Ana Julia, ne ferait qu'entacher la mémoire de son fils. Patricia n'allait pas rester sans rien faire. Elle a contacté les producteurs, engagé des avocats, et tenté de bloquer la production du documentaire. Elle craignait que l'histoire soit déformée, qu'Ana Julia présente Gabriel comme un enfant maléfique et raciste, armé d'une hache et lançant des insultes, alors que personne ne croyait à cette version. Les parents de Gabriel savaient qu'il n'avait pas été élevé ainsi. L'idée qu'il puisse être raciste envers une femme noire, sa belle-mère, était absurde pour ses parents. Ana Julia avait été accueillie dans leur famille, et ils savaient que leur fils n'aurait jamais agi de cette manière. Pourtant, Ana Julia utilisait cette version pour tenter de justifier l'injustifiable, espérant réécrire l'histoire à son avantage. Il est vrai que certaines personnes peuvent entretenir des préjugés racistes envers ceux qu'elles prétendent aimer. Mais dans le cas de Gabriel, un garçon de 8 ans, cette version semblait invraisemblable à tous ceux qui le connaissaient. Personne ne croyait qu'il était capable de la haine qu'Ana Julia lui attribuait. Patricia, sa mère, était dévastée à l'idée qu'un documentaire puisse déformer la mémoire de son fils, le dépeignant sous un jour si éloigné de la vérité. Gabriel n'avait plus de voix pour se défendre, et son héritage risquait d'être terni à jamais. Patricia découvrit qu'Ana Julia avait accès à un téléphone en prison et qu'elle contactait des journalistes pour poursuivre la production du documentaire. Cette découverte la bouleversa encore davantage. Elle ne comprenait pas comment cela était possible. Ana Julia, derrière les barreaux, réussissait non seulement à vendre son histoire, mais aussi à en tirer profit. Comment une telle chose pouvait-elle être permise? En 2023, la vérité éclata. Ana Julia avait obtenu l'autorisation officielle de filmer certaines parties du documentaire depuis la prison. Cette décision avait été prise pour lui permettre de générer des revenus afin de rembourser ses dettes. Ces sommes incluaient les dommages moraux dus à Angèle et Patricia, ainsi que les frais de l'opération de recherche et sauvetage qui avait mobilisé tant de ressources. Le tribunal avait jugé que cette méthode était le seul moyen pour Ana Julia de s'acquitter de ses obligations financières. Pour Patricia, cette décision était une trahison. Elle n'avait pas été consultée, et tout cela semblait transformer le meurtre de son fils en un produit commercial, un spectacle destiné à rapporter de l'argent à la meurtrière. Patricia refusa de rester passive. Le 11 mai 2024, elle annonça publiquement qu'elle lançait une bataille juridique contre Ana Julia et le département pénitentiaire pour empêcher la production de ce documentaire. Dans une déclaration poignante, elle affirma « Nous ne sommes pas des acteurs. La mort de Gabriel n'est pas un spectacle. » Malgré son combat et l'indignation générale, aucune mesure concrète n'avait encore été prise pour stopper la production. Patricia, toutefois, continua de faire preuve d'une force, d'une bonté et d'une noblesse remarquables au milieu de cette douleur inimaginable. Son combat souleva des questions importantes sur la manière dont les histoires de crimes réels sont utilisées pour le profit, souvent au détriment des victimes. N'hésite pas à laisser un commentaire ou à partager cette vidéo. Toute interaction, même un simple like, signale à YouTube que cette vidéo te plaît. Tu peux également regarder une autre de nos vidéos en cliquant sur celle qui s'affiche à l'écran en ce moment. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur le cercle avec ma photo et active la cloche de notification pour ne rien rater. Mère. Si encore d'avoir. Regardez.